Je suis né pendant le second conflit mondial, donc le 1er janvier 1943. Mes parents sont des juifs immigrés de l'Est de l'Europe, donc ils s'étaient réfugiés à Lyon pendant la guerre. Et, évidemment, ils ont connu une période extrêmement difficile. Quoique athée, depuis pratiquement toujours, j'ai gardé un attachement culturel au judaïsme. Ce qui me Ce qui fait que ça me fait avoir un certain regard aussi plus distancié vis-à-vis de toute une série d'événements. J'ai fait ma scolarité au lycée Michelet et j'ai appartenu à un mouvement sioniste de gauche. J'ai décidé de ne pas partir en Israël où je devais aller au kibbutz. J'ai donc adhéré au PSU dès sa création en 1960. J'étais encore au lycée, donc j'ai participé aux manifestations contre la guerre d'Algérie. Et puis, devenu étudiant, donc, d'abord à la faculté des sciences de Paris, hein, donc je me suis engagé à l'UNEF quasi immédiatement. Ensuite, je suis passé à la faculté des sciences d'Orsay, Orsay prenant son essor. Et je suis devenu donc l'un des responsables de l'UNEF sur la faculté d'Orsay. J'étais en 65-66, donc j'étais à la fois rédacteur en chef du journal donc, de l'association des étudiants qui s'appelait À Suivre, et puis membre du secrétariat national des étudiants du PSU. À la faculté des sciences de Paris, et puis ensuite à la faculté des sciences d'Orsay, il y avait une nécessité, si on voulait devenir majoritaire, qu'il y ait un travail commun entre les différentes sensibilités. Que ce soit les étudiants du PSU, les étudiants qui étaient proches des lambertistes, hein, des trotskistes lambertistes, ou des étudiants communistes, j'avais plutôt tendance à avoir en fonction de ces éléments-là, d'avoir une orientation qui était de rechercher les éléments d'unité. Donc, alors c'est ce qu'on a fait sur la faculté d'Orsay, c'est ce qu'on avait fait dans la Mino, à la faculté des sciences de la Halle-aux-Vins à Paris, qui était en train de se mettre en place au début des années 60. Donc en fait, il y avait une cassure idéologique vis-à-vis du PC, et puis de l'autre côté, une nécessité, mais que, y compris pour ma part, je théorisais, c'est-à-dire que je l'avais défendu à la fois à l'intérieur du PSU, compte tenu de la réalité spécifique, et puis à l'intérieur de l'UNEF. Si bien que, par exemple, au congrès de Grenoble, quand la délégation de l'association des étudiants d'Orsay est arrivée au congrès de Grenoble, Péninou s'est foutu de moi en me disant « Mais écoute, tu vois avec qui tu es, c'est complètement fantasque le groupe que vous formez. » Effectivement, il y avait un lambertiste, un PSU et puis un PC qui étaient les... Bon, ça lui apparaissait comme... il ironisait et ça lui apparaissait comme complètement inconcevable qu'on se retrouve avec des gens qui arrivent à travailler ensemble de cette manière-là. En 68, je continuais à militer au niveau local, au PSU, sur la section d'Arcueil, pendant la période en 67 et puis les premiers mois de 68, donc tout en suivant d'assez près tout de même ce qui se passait au niveau étudiant. Je faisais effectivement partie des tendances autogestionnaires qui, à l'intérieur des étudiants du PSU, d'ailleurs, étaient majoritairement critiques vis-à-vis
de tout ce qu'on a appelé les colloques de Grenoble, donc sur le contre-plan. Donc on essayait de mettre en avant des logiques d'une société alternative qui serait capable de bousculer et de changer la réalité donc, du capitalisme. L'imminence d'un grand mouvement social, alors là, m'apparaissait pas du tout comme étant une évidence. J'étais très marqué par tous les débats idéologiques qui existaient. Je faisais partie de ceux qui fréquentaient la librairie Maspero. J'achetais un nombre d'ouvrages et de revues très conséquentes dans l'avant 68. Je voyais toute cette effervescence, tous ces débats, et puis tous les dégâts que ça faisait par ailleurs, enfin dont la situation de l'UNEF m'apparaissait comme étant une concrétisation. Sans parler, y compris les conséquences à l'intérieur du PSU. C'est vrai que ça me rendait plutôt pessimiste. C'est-à-dire que le fait, en ayant exercé des responsabilités, en voyant l'éclatement, le fait de positions différentes que j'estimais légitimes, c'est-à-dire le débat de fond m'intéressait, donc porté par toutes les sensibilités. Par contre, le fait que ça se concrétise dans un morcellement, dans des batailles d'appareils, dans des règlements de compte, dans des accusations dans tous les sens, bon, quand on est dans les sphères militantes qui veulent essayer de peser et puis qui à un moment ou à un autre se posent la question d'en devenir un des animateurs, un des dirigeants, alors soit on rentre dedans de plein pied, soit on se demande qu'est-ce qui se passe, on est dans quel monde. Ça prédispose pas du tout à voir qu'il va y avoir des événements sociaux qui peuvent complètement émerger. Et j'étais un peu dans cet état d'esprit avant 68. Donc même si il y avait de grandes grèves, hein, moi je me rappelle, parce qu'on en avait parlé, celle de la Savième du début de l'année 68, effectivement, on se demandait s'il se passait quelque chose. De l'autre côté, il y avait aussi le débat sur la nouvelle classe ouvrière, c'est-à-dire le débat que portaient notamment à l'intérieur du PSU, puisqu'ils en étaient membres tous les deux, Serge Mallet et Pierre Belleville, qui ont publié des ouvrages sur la nouvelle classe ouvrière, une nouvelle classe ouvrière, etc., qui représentait aussi un peu les débats à l'intérieur de la CFDT pour savoir si le potentiel de transformation de la société, c'était pas tous ces nouveaux techniciens qui devenaient des conducteurs d'installation compte tenu des changements technologiques qui se dessinaient, etc. Donc c'est tous ces débats-là qui agitaient sur le monde du travail. Il y avait des luttes qui apparaissaient novatrices et significatives. Il y avait des débats sur savoir quels allaient être les pôles centraux sur qui s'appuyer pour une transformation qui serait une transformation radicale de la société. Donc voilà. Mais chez moi, la vision pessimiste des divisions l'emportait sur les aspects qui laissait prévoir qu'il y avait quelque chose qui pouvait émerger à un moment donné. L'événement ensuite qui m'a le plus marqué, c'est effectivement la nuit des barricades. Moi j'avais une réaction personnelle qui était que la construction des barricades telle qu'elle se faisait, en particulier du côté de la rue Soufflot, où on amassait des voitures devant des impasses, où on ne savait pas du tout comment on allait sortir si jamais ça se terminait mal, moi je ne comprenais absolument pas. C'est-à-dire que ça se construisait d'une manière complètement spontanément. Et puis, il y en avait une partie qui avait commencé à briser des vitres de voitures. Bon,
Alors, j'avais essayé, en me présentant comme étant proche du Bureau national de l'UNEF, etc., de dire, mais enfin, quel sens ça a je me suis fait prendre la partie. Il y en a qui étaient là, qui me disaient, mais on te reconnaît, tu fais partie de l'UEC, t'es un STAL, etc. Enfin, les rapports étaient assez bizarres, donc on se faisait... enfin, il y avait une espèce de spontanéité où, si jamais on cherchait à intervenir en se disant comme si on avait une certaine autorité pour dire qu'il fallait aller plutôt dans ce sens-là que dans tel autre, essayer de dire mais réfléchissez, etc. Bah, on était tout de suite rejeté, mais par des gens dont moi je les connaissais pas du tout, hein, donc évidemment, on était rejeté comme étant le symbole d'un appareil qui allait essayer de brider complètement. C'est une anecdote, mais qui m'est restée. Je suis pas resté jusqu'à la fin. Alors d'une part, je fais pas partie des gens qui lancent des pavés. Ça, bon, fait partie des. Donc, mais c'est ce qui a fait d'ailleurs que je suis aussi devenu syndicaliste à Flins ensuite par la suite. Donc c'est un peu. Donc sur les barricades, je suis resté un peu spectateur de l'affrontement qui se passait. Et quand la nuit avançait et que je me suis retrouvé du côté de Normal Sup. Moi, j'ai pas voulu rentrer dans Normal Sup, là, quand il y a eu les derniers carrés. Je suis parti par la rue où il y a l'Institut national agronomique. Bon, le nom m'échappe sur le moment, enfin c'est... Donc, et là, je me suis retrouvé face à une autre anecdote. C'est-à-dire que j'ai vu un jeune... Alors, il n'y avait pas de police de ce côté-là. Alors, j'étais vraiment étonné, d'ailleurs. Hein. Donc, autant les policiers étant en train... Ils n'ont pas pris, à ce moment-là, j'ai appris par la suite qu'effectivement, ils ont cerné le NS de tous les côtés. Hein. Mais, à ce moment-là, dans la rue Claude Bernard, c'était vraiment complètement calme dans la rue Claude Bernard. On pouvait s'en aller. Alors, est-ce qu'ils avaient fait ça pour laisser une évacuation possible, etc. Mais il y avait vraiment pas un chat. Et puis, je vois arriver un jeune qui, manifestement, tel qu'il était habillé, il avait l'air d'être plutôt un ouvrier, enfin, bon, qui avait un bouclier, qui était une poubelle, je ne me rappelle plus ce qu'il tenait dans l'autre main. Et puis, il me lance sa castagne là-bas, j'y vais. Et puis, bon, moi je suis reparti, donc j'ai quitté le quartier latin à ce moment-là de cette manière-là, tandis que les événements se poursuivaient donc autour de l'école normale supérieure. Il y a eu la surprise hein, donc du passage des grandes manifestations étudiantes, de la solidarité qui s'est faite autour des étudiants, de la nuit des barricades, de la répression. Et donc, ce départ des grèves qui se sont étendues hein, de Nantes en passant par Renault-Cléon, ensuite les différentes usines Renault, et puis partout. Bon, au niveau des étudiants, on a très vite perçu qu'il y avait quelque chose de vraiment très important qui se passait. Le problème qui était posé, effectivement, c'était celui de la jonction entre les étudiants et puis... Alors, ceci étant, hein, au niveau de l'UNEF, il n'y a pas eu vraiment la décision de faire ce qu'on fait, enfin ce que Sartre ou une partie des... Alors, bon, Sauvageot est allé à Billancourt, hein, donc, mais c'était pas le fait... Enfin, il n'y avait tout de même pas une mythologie de ce type de jonction entre le mouvement étudiant et puis le mouvement de grève
Non, la question qui était posée, c'était est-ce que ça pouvait déboucher sur une alternative politique qui se serait dégagée de tous les événements. Ensuite, je me suis retrouvé donc à la fois avec le secrétariat national des ESU et puis à certains moments avec le bureau national de l'UNEF. Donc j'ai beaucoup participé au stand dans la cour de la Sorbonne, puisque toutes les organisations avaient mis en place des stands, donc il y avait les stands des ESU, etc. Donc bon, j'en ai été un des piliers donc à ce niveau-là, si bien que d'ailleurs étant beaucoup plus sur le stand que dans les amphis, en fait j'ai beaucoup moins assisté au débat dans les amphis, donc j'en avais des échos comme ça. J'ai participé donc y compris enfin, dans le courant des événements à plusieurs des réunions qui étaient les réunions au sommet, enfin ce qui constituait les réunions au sommet sur Paris, hein, donc de ceux qui étaient censés assurer une certaine coordination de ce qui se passait. Donc, alors j'y allais dans la délégation des étudiants du PSU. Hein, donc, bon, j'en avais tiré d'ailleurs un sentiment au fur et à mesure des événements, et que se posait la question qu'est-ce qu'on faisait, on ne savait pas très bien quelle stratégie on pouvait mener. Hein. Donc, alors j'ai raconté, y compris dans un écrit, l'anecdote où dans une de ces réunions, Cohn-Bendit arrive, avant que la réunion commence, il a une pile de billets de banque, hein, donc devant lui, il se met à les compter, il dit, il lance à toute l'assistance, ce qui marche bien, alors la seule chose qui marche bien à l'heure actuelle, c'est l'argent. Moi, c'était le style de provocation qu'il était capable de faire. Ou alors, à un autre moment, dans ces réunions-là, au fur et à mesure que le déroulement des événements se passait et qu'il y avait du mal à dégager une stratégie, il fallait trouver un mort dans les hôpitaux de Paris, compte tenu de l'ensemble des affrontements, parce que c'était le fait qu'il y ait une victime qui permettrait de relancer une dynamique au mouvement étudiant. Et donc la décision de faire le tour de tous les hôpitaux, parce que c'était pas possible qu'il n'y ait pas eu une victime. À un moment donné, la LCR nous prévient qu'elle va intervenir dans la réunion le soir. Alors elle prévient un certain nombre de ceux qui viennent, donc PSU, ESU, UNEF, etc. Elle va intervenir dans la réunion pour essayer d'en exclure Jean-Pierre Vigier, qui était un des universitaires, qui a été aussi un de ceux qui apparaissaient comme étant parmi les porte-paroles de 68, parce qu'ils estimaient qu'ils ne représentaient rien. Et que donc il n'y avait pas de raison qu'ils continuent comme ça à intervenir dans la presse, à se mettre en avant, etc. Donc il fallait qu'ils obtiennent son départ de la réunion. Il n'était pas le représentant d'un quelconque collectif. Bon, enfin nous on était surpris, hein, mais ils ont tenu à nous prévenir pour que... Enfin, ils ont prévenu un certain nombre pour qu'on ne se sente pas visé. Je ne sais pas qui... Bon, enfin, je ne vois pas pourquoi on serait senti visé, mais enfin... Donc, dans ce genre de trucs. Ils font leur intervention. Donc, effectivement, c'est le frère de Alain Krivine qui fait l'intervention sur ce truc-là. Et puis, ça déclenche immédiatement. C'est donc les pablistes. Vigier, lui... ils ne citent pas Vigier, hein. Ils disent il y a des gens ici qui ne représentent rien, etc. Il faut qu'il y ait un débat, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est bon. Réaction, c'est les pablistes, parmi les mouvances trotskistes qui se sentent visés et qui font une grande intervention pour défendre leur présence, etc., dénoncer l'ostracisme
de certains courants trotskistes, etc. Mais c'est parti dans une discussion complètement folle. Mais donc Vigier, lui, personne n'en a entendu parler dans la suite des événements. Et évidemment, ça a fini par arrêter à un moment donné parce que c'est tombé complètement à plat. Bon, c'est pour dire qu'à des moments où on se posait la question de quelle stratégie il fallait qu'on mène pour savoir où on allait, etc., on tombait dans des histoires de ce type. Dans les autres types d'interventions auxquelles j'ai pu participer, c'est le tour des facultés de la région parisienne avec un certain nombre de mes collègues de l'UNEF et du PSU pour aller comprendre ce que c'était que cette histoire des Katangais qui s'étaient incrustés comme étant les services d'ordre dans les facultés du mouvement de mai 68. Un autre souvenir que j'ai particulièrement, c'est celui de la manifestation de la gare de Lyon, dans laquelle les militants du PSU, les ESU étaient censés assurer le service d'ordre, et où, alors j'avais été intégré au dit service d'ordre, et où à la première charge, en fait le service d'ordre en question a disparu de la circulation, et on arrivait à gérer absolument rien, et puis bon, donc voilà, donc l'un des souvenirs aussi, c'est évidemment Charléty. Alors à l'occasion de Charléty, alors il y avait eu un grand débat aussi à l'intérieur des étudiants du PSU et du Bureau national de l'UNEF pour savoir si jamais on se joignait ou non à une des initiatives de la CGT. Parce qu'il y avait effectivement tout ce qui se passait autour de Cohn-Bendit et puis de son expulsion, donc pendant, enfin il avait dû partir, donc le PC évidemment dans ses mots d'ordre ne voulait absolument pas entendre parler du fait du retour de Cohn-Bendit en France, et donc c'est ce qui a motivé la décision de pratiquement d'une rupture, ou en tous les cas de ne pas se joindre à des initiatives de la CGT, parce qu'il refusait d'inclure dans la plateforme ce qui était mis en avant, donc le fait que Cohn-Bendit devait pouvoir revenir en France comme il l'entendait, qu'il était un des ferments, donc des symboles tout de même des événements, etc. Et qu'il n'était pas question de le considérer comme un adversaire de classe. Enfin, c'est ce qui ressortait de la façon dont le Parti communiste le caractériserait. Alors, à l'occasion du rassemblement de Charléty, on m'avait demandé de retourner à la faculté des sciences d'Orsay, puisque en fait j'en avais été un des dirigeants pour amener la faculté des sciences au rassemblement d'Orsay. Et donc bon, j'y suis allé, et là il y a eu dans l'Assemblée Générale donc effectivement le débat entre les différentes initiatives qui étaient prises. Le PC pesait pas mal, donc à Orsay, etc. On a réussi à faire se dégager une majorité pour la participation à la fois à l'initiative ultérieure du PC et à la fois au rassemblement de Charléty, donc d'Orsay. Et moi je suis arrivé d'ailleurs à Charléty avec les étudiants et les enseignants d'Orsay qui avaient accepté donc de venir à Charléty. De toute façon, Mendès France a refusé, lui, de rentrer dans le jeu réellement, même s'il est venu à Charléty. Toutes les discussions qui ont eu lieu avec lui, alors bon, ça c'est l'histoire, il y a eu plusieurs réunions avec lui, etc. De toute façon, ce qui est clair, c'est que le Parti communiste n'aurait jamais laissé faire, et que de l'autre côté, il n'est pas du tout évident que, aussi bien du côté des étudiants d'ailleurs que du côté des ouvriers qui étaient en grève, le fait d'avoir une alternative qui aurait été présentée sous l'angle de Mendès France, quel que soit l'aura morale que pouvait avoir Mendès France
compte tenu de ce qu'avait été son action, ça aurait pu constituer une alternative crédible au niveau d'élections législatives, etc. Enfin bon, ça paraît peu vraisemblable. Mais je crois que le premier qui l'avait compris, c'était l'intéressé lui-même. On avait tout de même une conscience que autant tout ce qui s'était passé autour des barricades, des affrontements, etc., la répression avait eu un rôle positif globalement au début des événements, mais qu'ensuite le vent avait tourné. Ça, on le ressentait de manière assez forte, et que l'image de ces insurrections permanentes passait pas. À partir du moment où l'image du mouvement étudiant s'est déconnectée, hein, donc c'est ce qu'on ressentait, s'est déconnecté des mouvements de grève, tandis que les mouvements de grève, de leur côté, finissaient par obéir à la logique des conflits sociaux, c'est-à-dire de savoir sur quelle victoire, quel compromis on terminait, à quelle hauteur, combien de temps ça pouvait durer. L'émergence de la droite, enfin on est un certain nombre, compte tenu du contexte et compte tenu de tous ces éléments-là, elle apparaissait comme étant inéluctable. Moi, j'ai pas ressenti qu'on se disait, par contre, qu'on allait basculer dans un pouvoir fort qui risquait de devenir même un pouvoir très autoritaire, ayant quelques relents fascisants, etc. Mais par contre, l'expression d'une lassitude vis-à-vis de la paralysie et vis-à-vis de ce qui apparaissait comme étant la violence et le désordre, on en voyait bien le danger. Le fait que le gaullisme ait réussi à retomber sur ses pieds à un moment donné, quand il a senti qu'il y avait une part de l'opinion publique qui pouvait se retrouver autour de lui, ça faisait partie du rapport de force. Hein. J'ai participé par ailleurs au comité d'action qui a été créé sur Arcueil-Cachan, donc au niveau où j'habitais, donc à la discussion avec la municipalité, qui a été assez ouverte. Hein. Donc moi j'ai été étonné d'ailleurs. C'est-à-dire que par rapport au comité d'action, par rapport à toutes les initiatives de démocratisation, etc., enfin par rapport à tout ce que je connaissais du PC, il a complètement relâché son emprise, alors qu'ils étaient vraiment complètement hégémoniques. Ils ont eu une attitude correcte vis-à-vis du comité d'action et de ses initiatives. Moi, j'ai vécu de l'extérieur complètement les événements de Flins, puisque en fait, c'est le mouvement du 22 mars et puis une partie des sensibilités maoïstes qui se sont rendues à Flins pour empêcher la reprise du travail, puisque la stratégie de la direction de Renault, à un moment donné, la direction de Renault, à tort ou à raison, considérait que l'usine de Flins était un maillon faible. Donc, et qu'on pouvait faire sauter ce maillon faible, et que la présence massive des forces de l'ordre permettrait en fait la reprise. Enfin, la direction de Renault avait tiré ce type de conclusion compte tenu du passé plutôt calme de l'usine de Flins par rapport à d'autres usines Renault. La mort de Gilles Tautain a eu un fort retentissement sur ce qui se passait autour de l'usine de Flins. L'ensemble des affrontements autour de l'usine de Flins, dans les champs, à l'intérieur des communes environnantes, puisque Aubergenville
a été le théâtre de poursuites dans les rues. Ça a été le cas à Meulan, quand Gilles Tautain a voulu échapper euh, aux forces de l'ordre qui le poursuivaient. Donc, le vote extrêmement serré après ces événements-là sur la reprise du travail à Renault-Flin, compte tenu des accords qui avaient été conclus chez Renault et d'un certain nombre d'aspects spécifiques à l'usine de Flins, hein, en particulier sur les contrats en CDD, hein, qu'il y avait à l'intérieur de l'usine de Flins à ce moment-là. Donc, a effectivement fait que les projecteurs ont été mis de façon très forte sur l'usine de Flins. Il y a toujours eu des figures qui sortent des mouvements. Jacques Sauvageau, il est venu autour d'un trio. Auparavant, la focalisation, elle était plus, avec le 22 mars, sur Daniel Cohn-Bendit. Dans le 68, véritablement, on peut dire que Daniel Cohn-Bendit a vraiment marqué. Je crois que la figure de Jacques Sauvageau, hein, a émergé parce que il y avait un ressenti dans les médias que l'UNEF, au-delà de tous les groupes d'extrême gauche, jouait un rôle fédérateur parce qu'elle représentait historiquement. Et que donc le fait qu'il y ait un leader qui apparaissait aussi comme ayant une réelle prestance, étant capable en fait de s'adresser à la fois aux étudiants et puis aux médias, à l'ensemble de la société. Bon, c'était un négociateur avec les organisations syndicales. Il y a eu cette émergence comme étant le fait qu'il était, à travers le mouvement étudiant, un des pôles qui avait permis la mobilisation des étudiants. C'était comme un... Je crois qu'il a... Là, je reprends une terminologie gramscienne. Il a été, en fait, un peu l'intellectuel collectif du mouvement étudiant, et il était ressenti comme tel.